faut acquitter Congo. C'est un voleur, criminel. Nous voir la vérité. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce lieu. Le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, les mercenaires. Encore, il y aura une autre manifestation encore. On l'a enregistré comme un politano. Voilà. Mais la clamer au public sur cette histoire de la mort de Blanche Tounassi ici devait appeler la justice à se saisir. Mais la clamer au public sur cette histoire de la mort de Blanche Tounassi ici devait appeler la justice à se saisir. Je ne dis pas que Marcelo est un meurtrier, je ne condamne pas Marcelo. Mais le procureur instruit à charge et à décharge. Aidez la République à se vendre dans ses habits d'apparat. Saisissez-vous de cette affaire. Dites-nous, est-ce que Marcelo a tué sa femme, oui ou non? Vous ne pouvez pas laisser cette clameur publique continuer à monter. Vous ne pouvez pas laisser la République être ridicule sur la face du monde. Aujourd'hui, c'est l'Afrique tout entière qui se mobilise. Aujourd'hui, on commence à voir des marches en France. Donc, il faut absolument qu'on nous dise quel est le rôle que Marcelo a joué dans cette affaire. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une thyroïde. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une opération. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une crise cardiaque. Marcelo a dit qu'il a pris l'avion le dimanche. Marcelo a dit qu'il a pris l'avion le mercredi. Marcelo a dit qu'il est allé prier devant le corps pour que le corps ressuscite et qu'il a senti le parfum. Marcelo a dit que je n'étais pas là. Mais finalement, où se trouve la vérité dans cette affaire? Denise Nyakeru, quel mauvais service tu rends à la République? Cette clameur publique ici, parce que Marcelo est proche de Denise Nyakeru, la justice ne peut pas se saisir. Mais saisissez-vous de cette affaire. Aidez la République à tirer au clair cette situation. Si Marcelo est innocent, que la justice établisse l'innocence de Marcelo. Si Marcelo est coupable, que la justice établisse la culpabilité de Marcelo. Mais laissez cette histoire vide comme ça. Vous ne vendez pas bien la République. Le monde entier nous regarde. Nyakeru ne doit pas donner l'impression que parce qu'on est proche de Nyakeru, on est exempté de la justice. Nyakeru doit comprendre que cette maman ici, Blanche était une femme comme elle. Nyakeru doit comprendre que Blanche a sa mère. Nyakeru, tiktokeuse, tu dois comprendre que Blanche a ses enfants. Il faut que Nyakeru ait le colonel Nakachouana. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Marcelo est très proche de Denise Nyakeru. Encore Denise Nyakeru. Encore elle. Encore toujours cette maman ici. Toujours. Son nom est toujours cité. Makambunyo sur ma baie. Comme moi sur les agatés. Donc Nyakeru yo yaki na Congo kaka po batanga kona moyibi yo TikTok yo kindumba yo baloba makamba kinulaso yo baloba makamba sa oyo mwasi ya denge nini mamo yo. Il faut que Nyakeru lève son pied sur cette affaire de Marcelo Tounassi. Il faut absolument que Nyakeru lève son pied sur cette affaire de Marcelo Tounassi. Pour l'honneur de la République, la République doit nous montrer qu'elle existe. La République doit montrer qu'elle est sacrée. C'est une affaire de clameur publique. L'humanité nous regarde. J'ai regardé la manifestation là. Excusez-moi. J'ai regardé la manifestation là. J'ai vu plein d'Ivoiriens à l'intérieur. Les Camerounais. Cette histoire, ça prend une ampleur bizarre. Monsieur le procureur. Bokoyo qui s'habille sur son niveau wapi. Donc aujourd'hui, l'État est pris en otage par les églises. Les Kabundi Walesa, les Roladalo, les Marcelo Tounassi. Donc l'État est pris en otage par les églises. Les Mukuna, les Kakenza, les Jibayamampia, des gourous, des escrocs en col pastoral. Il faut tirer les choses au clair. Moi, je ne préjuge pas sur la culpabilité ou l'innocence de Marcelo Tounassi. Il est présumé innocent. Et j'appelle les gens à respecter la présomption d'innocence de Marcelo Tounassi. Mais nous devons tirer quand même les choses au clair. Nous devons tirer les choses au clair. Pour sauver la République, pour vendre la République dans ses habits d'apparat, il faut absolument qu'on nous dise. Trop de contradictions dans cette affaire, trop d'orgueil, un mauvais comportement de Marcelo Tounassi. Il faut que les choses soient absolument claires et qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est réellement passé. Blanche Akoufa na thyroïde, Blanche Akoufa na arrêt cardiaque, Blanche Akoufa na BBL, Akoufa jour nini. Marcelo est arrivé en Turquie quand? Tantôt dimanche, tantôt mercredi, tantôt j'étais au-dessus, j'ai senti le parfum de Blanche rentrer. Tantôt j'étais en train de prier pour elle. J'ai prié, j'ai pleuré, elle ne se réveillait pas. Tantôt je n'étais pas là, j'ai prié, laissez-moi voir ma femme. Tantôt. Mais comment est-ce que la justice peut rester aphone? Comment est-ce que la justice peut rester muette par rapport à ça? Pourquoi pas? Parce que Marcelo est proche de Denise Nyakeru. Nyakeru Azanani na Congo. Nyakeru est qui au Congo? Il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire. Il faut vraiment qu'on nous aide à tirer les choses au clair. Et je vous dis les amis, c'est parce que vous ne m'entendez pas. Moi, ce qui me turlupine dans cette affaire, ce qui m'embête dans ces histoires d'église, ce ne sont pas les pasteurs. Les pasteurs sont des escrocs. Ce sont des arnaqueurs en col pastoral. Ces gens opposent les familles. Ils ont détruit les familles. Ils viennent vous voler l'argent. Le problème, c'est vous. Je ne sais pas si c'est un envoûtement ou quoi.
C'est des gens qui se lavent le matin, qui mettent des cravates et qui vont dans ces églises-là. Daddy, 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 daddy. Regardez un peu ce que je vois. On l'a enregistré comme un colis d'accro. Voilà. Non, ça c'est... Écoute, Mais oui, elle a dit que parce que Mamoudou a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas... Elle a dit, mais non, elle était dans une caisse. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mon Dieu, je n'ai pas le numéro de la dame là, sinon j'allais l'appeler pour lui dire, mais votre fille est revenue. Bon, ça se comprend, ils ont dit dans leur famille, ils n'ont jamais eu de décès. Donc ils ne savaient pas comment ça se passait. Ils n'ont pas su. Et puis dans la précipitation, vous savez, quand vous perdez quelqu'un de cher, une fille de 39 ans qui n'était pas malade, qui n'était pas âgée, on est tellement déboussolé qu'on ne sait plus quoi faire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont joué sur l'émotion de la famille pour faire les obsèques et puis enterrer et tout. Et puis ça s'est passé comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il a ramené le même jour. Oui, Parce qu'elle ne devait pas pourrir en Turquie. Exactement. Quand ils sont dans la franc-maçonnerie, pourquoi ils protègent leurs femmes spirituellement? Parce qu'ils savent cette vérité que le sexe est un centre d'activation de spiritualité. Et que si ta femme donne son énergie sexuelle à des hommes en dehors de toi, elle est en train d'amener un troisième homme. De même, l'homme qui fait ça avec une autre femme amène aussi un troisième homme. J'ai écouté quelque chose aujourd'hui. J'ai partagé avec l'une des femmes de notre forum. La dame a dit, elle est chrétienne. Elle a dit que son mari avait un enfant avec une femme. Avec une femme. Avant qu'il l'épouse. Cet homme a déjà un garçon. Le garçon est venu maintenant. L'homme a fait venir le garçon dans le foyer. Il n'est plus avec l'autre femme qui a fait ce garçon. Maintenant, la femme chrétienne qui a épousé cet homme qui n'est pas chrétien, qui est pratiquant de l'occultisme, la femme chrétienne voit en rêve, écoutez bien, la femme chrétienne voit en rêve la mère du garçon que son mari avait déjà fait à une autre femme. Cette femme, la mère de ce garçon, vient lui dire en rêve, combien de mois sépare ton enfant de mon enfant et en classe ton enfant est en avance sur mon enfant. Son habit est vito ou vito est la semaine, nous connaissons vito. En français, ça veut dire combien de mois ton enfant, ton aîné est plus âgé que mon garçon et c'est ton enfant qui est en avance dans les études par rapport à mon garçon. Et quand la femme qui est vivante et qui n'est pas morte, quand la femme lui a dit ça, ce qui s'est passé, elle ne sait plus. Mais son garçon qui est en avance a échoué et le garçon de la femme qu'elle a vu en rêve est venu rattraper le garçon et ils sont dans la même classe. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Un autre de ses enfants a encore échoué, alors qu'avant, il n'échouait pas. Qu'est-ce qui se passe là? Je voulais lui expliquer ce qui se passe, mais je sais qu'elle va venir dans l'émission. Le fait que l'homme a fait l'amour avec cette femme et a eu d'enfants, cette femme réclame son statut de mari au plan spirituel, mais son statut de femme au plan spirituel, même si elle n'est plus avec cet homme. Cette femme devient le troisième homme spirituel dans le foyer de cette femme chrétienne. Vous voyez ça? Et elle est tellement... Jusqu'à présent, encore aujourd'hui, M. Marcelo n'a pas encore donné l'acte de décès à la famille. Jusqu'à présent, encore aujourd'hui, M. Marcelo refuse de donner les passeports de la famille. Jusqu'à présent, encore aujourd'hui, M. Marcelo refuse de donner les documents médicaux à la famille. Et malgré toute cette injustice, le gouvernement congolais reste silencieux. Ce n'est pas normal, les amis. Vous savez, comme j'ai déjà expliqué, il y a cette semaine-ci, il y a un streamer en France qui a perdu la vie. Vous savez ce qui s'est passé? Une ministre s'est saisie de l'affaire. Le lendemain, il y a eu une autopsie. Et après, les histoires suivent. Mais ici, les lives s'accumulent. La population parle. Les preuves montent. Mais nous avons le silence de la présidence. Pourquoi? Parce qu'apparemment, M. Marcelo serait le conseiller de la première dame du Congo. Si le gouvernement ne fait rien, le peuple fera tout. Aujourd'hui, les amis, à 13h sur Paris, place de la République, il y a une manifestation statique. On reste sur place, on ne bouge pas. Dress code noir et blanc. Je vous mettrai après les extraits avec l'organisatrice. Venez nombreux, criez justice pour Maman Blanche. Plus jamais ça. La fameuse nounou de Marcelo qui vient maintenant ici essayer de dépeindre Maman Blanche tout comme une femme problématique. Une femme qui avait des problèmes avec sa famille, comme si qui n'a pas de problèmes avec les membres de sa famille, qui ne s'est jamais disputé avec les membres de sa famame. Franchement, cette nounou-là, Patricia, you. Patricia, you. Tu veux qu'on se concentre sur toi? Tu veux qu'on se concentre sur toi, Patricia? Parce que quand on est sur ton patron, Marcelo, là, il t'a envoyé comme son patron, il t'a augmenté ton salaire. Tu te dis, ah, c'est rien. Mais Patricia, est-ce que tu es prêt à assumer la fureur de la douane? Est-ce que tu es prêt à assumer les gens comme nous autres? Patricia, you. Patricia, you. Ah. Je viens ici encore parce que maintenant, on sait apparemment, hein, d'après le camp de Marcelo, de manière un peu implicite, de quoi serait morte Maman Blanche.
Après de multiples versions, après moult versions, on sait enfin, du moins, selon le camp adverse, de quoi serait mort Maman Blanche. Elle me dit, mais Francky, de quoi est Maman Blanche? Calmez-vous. Vous savez, notre pasteur le plus congosseur du monde, j'ai nommé Makosso, hein, qui passe son temps à faire live sur live, à manger sa laisse, nous tous on est dedans. Sur l'affaire Marcelo Tounassi, parce qu'il espère que Marcelo, je vous viens monter sur live pour faire le buzz, pour dire, oh, 15 000 vues. Non, quoi? Oui, c'est ça. C'est 60 000 vues. Vous avez bien, ils adorent les gros titres là-bas sur TikTok. Il y a des gens, il y a une fille en particulier qui est montée dans l'aide de Makosso, hein, il fait partie du camp de Tounassi, qui nous explique que apparemment, Maman Blanche serait partie en Turquie avec la fameuse Nounou Patricia. Et que la Nounou Patricia là, lui aurait dit que Maman Blanche, le jour de son opération, elle l'a alerté en disant que Maman Blanche, est-ce que tu es sûr que tu veux te faire opérer? Elle a dit, oh si je veux, parce que le médecin là, tu sais, il est beaucoup demandé, et là il part en vacances en donc ça va traîner, parce qu'apparemment le médecin voulait opérer Maman Blanche le même jour. Donc Maman Blanche a fait les examens le même jour, et elle a eu le résultat le même jour, elle s'est fait opérer le même jour, ya. Je dis ya. Non, même si on dit que l'argent est bien. Même si on dit que l'argent est bien, je dis, Marcelo, you. Marcelo, je sais que tu as dit que nous sommes assis au fond de la classe, que nous sommes bêtes comme nos pieds, qu'on ne comprend rien. Hein? C'est quoi le mot là? Moi, on comprenait la tête bête. Ouais, tu oublies mes coups de Mingala, c'est pas bon. C'est pas Zoba. C'est ça, non, Zoba, je crois. Ah oui, je crois que c'est Zoba. Oui, Marcelo, mais quand même. Même Jeff Bezos, même Elon Musk ne peut pas aller à l'hôpital. Même jour, il a. Et on lui fait examen. Même jour, non, mais je suis désolé. Quand tu fais des examens, en plus pour une opération, tu vas nécessiter une anesthésie générale. Je sais pas vous, hein, mais nous autres, on a déjà suivi des opérations. Donc, on a eu un minimum de culture. Les gars ou les gueux de son église pastorale, de l'église Compassion, que je vais aller à l'hôpital, que pour prendre des paracétamol, des Nivaquine, ah, eux, ils savent pas. Mais nous autres qui ont fréquenté les hôpitaux, je dis les hôpitaux, on sait comment ça se passe. Déjà, quand il n'y a aucun examen, c'est rare quand tu fasses des examens, les résultats sont le lendemain. Que l'hôpital t'appartient, mon cher. Avant que tu aies ton examen privé à toi, que ce sont tes laborantins qui sont là. Les résultats prennent minimum 3 à 5 jours. 3 mois, c'est rapide. 5 jours à 1 semaine. En plus, pour une opération. Avant une opération qui nécessite une anesthésie générale, tu as rendez-vous avec un anesthésiste. Franchement, c'est pour ça que je me connais trop bien. Je me connais trop bien. Un anesthésiste qui veut savoir, voilà, c'est des allergies, tout dit quanti, tu prends des médicaments, tout dit quanti, tout ça. Les gars, où vous avez mal à l'hôpital à doter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, faut pas aller aux gens vous opérer sans ces étapes-là. Et voilà. Tout ça. Et ensuite, on programme l'opération. Parce que l'anesthésiste, il doit déjà savoir le dosage qu'il va vous donner. On n'anesthésie pas comme ça, n'importe comment. Et en plus de ça, elle nous dit que Maman Blanche lui aurait dit qu'elle va se faire opérer le même jour, parce que les résultats sont sur le même jour, elle veut profiter. Et en plus de ça, elle a émis des réserves, parce qu'apparemment, Maman Blanche s'est déjà fait opérer dans cet hôpital, le même hôpital, avec le même médecin, elle a dormi au même hôtel. Et qu'il y a déjà eu un petit problème, une petite complication, qui a même dérangé Marcelo à l'époque. Mais, si c'est vrai vraiment, moi je peux avoir opération médecin. Le médecin un peu genre en décalé Guada. Moi il va encore, kounya. Allez, pour un médecin, c'est quoi? Médecin, il est dans l'hôpital là. En plus, quelqu'un qui a l'argent. En plus, on sait que les gens qui ont l'argent sont très pointés dans ce genre de choses. Tu fais un petit travail, il te décale. Donc, Maman Blanche a pris le risque d'aller prendre un médecin avec qui la première opération qu'elle avait faite avec lui dans le passé, c'était pas trop bien passé. Ok, soit. Mais là où ils m'ont gagné, parce que c'est la vie de l'aide de Makosso, hein, là où ils m'ont gagné, c'est qu'ils disent que Maman Blanche avait 2 opérations le même jour. 2 opérations. Écoutez bien, c'est maintenant là qu'on sait de quoi Maman Blanche est morte. D'après ça, la fille avec Clément du camp de Marcelo. C'est Marcelo qui l'a envoyé. Veut dire ça. Hein? Que Maman Blanche aurait subi de 1, une opération des bras. Et on a le côté des bras, quoi, la greffe des bras ici, je sais pas. Et de 2, une ligature des trompes. C'est que ça passe, c'est quoi ligature des trompes? Ligature, c'est quand une femme ne peut plus accoucher. Quand il y a quoi, 4 enfants, elle dit, ah, tu peux accoucher même ton mon cher. Accoucher que nos barrières encore. Voilà, tu vois. Donc, 2 opérations. C'est de ça que Maman Blanche est morte. Dans une de ces 2 opérations. Et Marcelo est venu nous dire ici, je vous rappelle, c'est par exemple devant son pupitre, devant son peuple, que Maman Blanche aurait eu un AVC suite à une petite opération. Je ne sais pas quelle opération est petite quand on regarde en anesthésie généralement. Une anesthésie générale n'est jamais une petite opération. Déjà. Et même déjà, mais s'il vous plaît, je sais qu'on est assis au fond de la classe, hein, mais on réfléchit ensemble. Je sais que nous sommes assis au fond de la classe, donc, qui ici a déjà subi 2 opérations le même jour? Le même jour, anesthésie générale, moi je sais que c'est quoi? Ton corps est bionique, tu es un Robocoq. Je sais pas, tu peux dire encore 2 opérations à l'intervalle de quelques jours, ok. Mais 2, l'anesthésie pour te rétablir l'anesthésie, ça prend du temps. Mais quel médecin inconscient va prendre le risque de t'anesthésier 2 fois la même journée? Il prend pour des cons. Marcelo, je sais pas, quand tu envoies des gens venir des fois, il faut bien faire. Au contraire, les gens là ne font pas t'enfoncer. Parce que nous, on est à l'affût, nous, on est concentrés sur le dossier, plus sur nos études. Donc, on connaît le dossier par cœur. On connaît ce que tu as dit dans le temps par cœur. Donc, quand tu viens ici nous mentir, la fille, elle vient ici, elle parle comme ça, la machine. Tu es au courant que ton gourou nous a dit qu'elle est morte d'une petite opération? Là, quand tu viens ici dire qu'elle est morte d'après c'est quelque chose de la toile. Moi, la première m'a déjà que je suis sur ce dossier, j'entends que Maman Blanche est morte d'une ligature qu'elle a subi une opération de ligature des trompes et des bras. Et en plus de ça, la nounou a rajouté, hein,
que le jour de son opération, Maman Blanche lui a demandé de lui servir des pastèques. Que Maman Blanche a mangé des pastèques avant d'aller au bloc opératoire. Oh. Le murmure de la ville devint rapidement un grondement. À Kinshasa comme à Brazzaville, les conversations se répétaient toutes avec la même intensité. Une seule question revenait sur toutes les lèvres. Qu'est-il arrivé réellement à Maman Blanche? Une femme respectée, honorée, une figure de douceur et de dignité, ne pouvait disparaître ainsi dans le silence et l'ombre, comme si sa vie n'avait été qu'un détail. Les plus âgés rappelaient qu'à chaque fois qu'un grand nom s'éteignait, des hommages étaient organisés, des prières publiques prononcées, des veillées tenues. Mais cette fois, rien. Juste un cercueil emballé comme une marchandise et renvoyé au pays comme on renvoie une caisse. Ce traitement paraissait inacceptable, indigne, humiliant. Des familles entières se rassemblaient devant les maisons, les cafés, les coins de rue pour en discuter, et le malaise grandissait. Dans les quartiers populaires, la colère montait. On murmurait que le pasteur Marcelo avait profité de la situation. Beaucoup observaient l'évolution de son église et trouvaient troublant que, juste après la mort de son épouse, ses prédications soient devenues plus enflammées, ses miracles plus spectaculaires, ses fidèles plus nombreux. Pour eux, il n'y avait pas de hasard. C'était le signe que quelque chose avait été échangé, qu'un sacrifice avait eu lieu. Un témoin, un voisin très proche de la famille, raconta devant une petite caméra d'un journaliste local. Quand Maman Blanche est partie pour la Tunisie, on nous disait que c'était pour des soins. Nous, on croyait à un simple traitement, à une opération bénigne. Nous avons prié, espéré, mais soudain, la nouvelle est tombée, elle était morte. Et à peine cette nouvelle annoncée, son corps a été transféré au Congo sans même que nous, sa famille, puissions voir son visage. Tout a été fait à la hâte, comme si quelqu'un voulait cacher quelque chose. Ces propos se répandirent comme une traînée de poudre. Les gens prirent l'habitude de les répéter, de les commenter, d'y ajouter leurs propres soupçons. Les manifestations commencèrent timidement, avec quelques dizaines de personnes brandissant des pancartes demandant des explications. Mais jour après jour, les foules grossissaient. Devant les églises, devant les institutions, dans les rues principales, des centaines puis des milliers de personnes réclamaient des réponses. Pourtant, le pasteur Marcelo restait silencieux. Il continuait ses cultes, prêchait comme si de rien n'était, imposait les mains, parlait de guérison et de bénédiction. Mais il ne prononçait pas un seul mot pour répondre à la douleur du peuple. Ce mutisme glaça encore plus les cœurs. Un homme qui aime vraiment sa femme ne peut pas rester muet, disait une mère lors d'une manifestation. Il aurait dû pleurer avec nous, expliquer, nous dire ce qui s'est réellement passé. Mais il ne fait rien, et ce silence est plus coupable que tout. Dans ce climat de doute, certains fidèles restaient malgré tout attachés à leur pasteur. Pour eux, toutes ces accusations n'étaient que jalousie, médisance, manœuvre de ceux qui voulaient détruire l'Église. Mais ils étaient de moins en moins nombreux à le défendre. La majorité du peuple se sentait trahie, blessée dans son amour-propre, choquée par ce qu'elle voyait comme un manque de respect non seulement envers une femme, mais envers toute une communauté. Les vidéos des manifestations commencèrent à circuler. On y voyait des jeunes brandissant des portraits de Maman Blanche, d'autres chantant des chants funèbres, et beaucoup pleurant à haute voix. Les images du cercueil traité comme un colis revenaient sans cesse, comme une preuve irréfutable de l'humiliation. Et plus ces images tournaient, plus la colère grandissait. Un journaliste indépendant réussit à obtenir des documents du transport aérien. À la rubrique « Contenu », il était marqué « Marchandises ». Pour lui, ce détail confirmait l'indignité avec laquelle Maman Blanche avait été rapatriée. Il diffusa ce document et, en quelques heures, toute la ville en parlait. Comment une épouse, une personnalité, pouvait-elle être réduite à une ligne administrative, comme si son corps n'était rien de plus qu'une caisse? Les familles de la défunte commencèrent à élever la voix. Le frère de Maman Blanche, notamment, prit publiquement la parole. Il dénonça la manière dont tout avait été orchestré sans leur consentement. « On nous a volé notre deuil », déclara-t-il. « On nous a empêchés de voir notre sœur. On nous a imposé un enterrement précipité. Cela n'est pas normal. Nous exigeons des explications, et nous irons jusqu'au bout pour les obtenir. » Ces mots déclenchèrent une nouvelle vague de colère. Car désormais, ce n'étaient plus seulement des rumeurs ou des soupçons, c'était la propre famille de la défunte qui confirmait le malaise. Dans les rues, on criait que la vérité devait sortir, que Marcelo devait parler, que justice devait être rendue. Les autorités, embarrassées, restaient silencieuses. Certains soupçonnaient même une complicité, une volonté d'étouffer l'affaire. Car plus les voix s'élevaient, plus le silence officiel paraissait suspect. Le peuple voyait dans ce mutisme une connivence, une peur de dévoiler une vérité dérangeante. Les fidèles de Marcelo, eux, continuaient de remplir les bancs de son église, mais l'atmosphère n'était plus la même. Dans les rangs, des regards inquiets circulaient, des chuchotements accompagnaient chaque prière.
Même ceux qui voulaient encore croire en l'innocence de leur pasteur ne pouvaient ignorer que la tempête dehors devenait incontrôlable. Un soir, dans une veillée improvisée en mémoire de Maman Blanche, une vieille femme se leva et dit « Nous avons perdu une mère, une sœur, une amie. Mais ce qui nous blesse le plus, ce n'est pas seulement sa mort, c'est le silence, c'est la manière dont elle a été traitée. Si nous laissons passer ça, alors demain, ce sera un autre et encore un autre. Nous devons nous battre pour que sa mémoire soit respectée. » Ces paroles furent accueillies par des cris d'approbation et des chants. La foule reprit des prières, mais aussi des slogans. Et cette nuit-là, le deuil se transforma en révolte. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. Les rues du Congo n'étaient plus seulement un espace de passage, elles devenaient une arène où chaque citoyen exprimait sa colère, sa douleur et son incompréhension. Les banderoles s'élevaient, les chants se répétaient, et les foules se densifiaient. Ce qui avait commencé comme de simples rumeurs s'était transformé en une véritable crise nationale. Dans certaines avenues, les jeunes allumaient des bougies et plaçaient des photos de Maman Blanche sur des tables improvisées. Ces veillées devenaient des lieux de rassemblement, de discussion, mais aussi de contestation. Les passants s'arrêtaient, priaient, puis repartaient avec un sentiment de révolte encore plus fort. Les visages fatigués, les larmes sincères et les poings levés dessinaient une atmosphère où la tristesse se mêlait à la rage. Pendant ce temps, dans son église, le pasteur Marcelo continuait de prêcher. Ses sermons, retransmis à la télévision et sur Internet, montraient un homme droit, énergique, qui parlait de foi, de miracles, de bénédictions. Mais pour le peuple, chaque mot sonnait désormais faux. Les regards critiques se multipliaient. Chaque geste, chaque silence, chaque sourire était interprété comme une provocation. On disait qu'il ne pleurait pas parce qu'il savait ce qu'il avait fait. On murmurait qu'il ne parlait pas de sa femme parce qu'elle n'était pas morte d'une manière naturelle. Le contraste entre ces fidèles enfermés dans l'église et le peuple dans la rue devenait flagrant. D'un côté, des chants de louanges, de l'autre, des cris de colère. Les deux mondes semblaient irréconciliables. Un groupe de jeunes militants décida de prendre l'affaire en main. Ils organisèrent une marche pacifique qui rassembla des milliers de personnes. Leur objectif était clair, exiger une enquête officielle et transparente. Mais la marche dégénéra rapidement. La police, déployée en masse, tenta de disperser la foule. Des gaz lacrymogènes furent lancés, des coups de matraque distribués, et les cris de douleur se mêlèrent aux slogans. Des vidéos de cette répression circulèrent dès le lendemain, montrant des jeunes blessés, des femmes bousculées, et même des vieillards tombés au sol. Ces images provoquèrent une indignation encore plus grande. Comment pouvait-on frapper ceux qui réclamaient simplement la vérité sur la mort d'une femme respectée? Les critiques ne visaient plus seulement le pasteur Marcelo, mais aussi les autorités qui semblaient protéger son silence. Dans un quartier périphérique, une réunion fut organisée par les anciens, les notables, les chefs de famille. Tous étaient d'accord, la situation ne pouvait plus durer. L'un d'eux prit la parole et dit « Nous ne demandons pas la guerre. Nous ne demandons pas le chaos. Nous voulons juste savoir. Si elle est morte naturellement, qu'on nous le prouve. Mais si elle a été sacrifiée, que justice soit faite. » Ces paroles résonnèrent comme une déclaration de principe. Au même moment, à l'étranger, la diaspora congolaise s'agitait également. À Paris, à Bruxelles, à Montréal, des manifestations furent organisées devant les ambassades. Les pancartes reprenaient toujours les mêmes phrases. Vérité, dignité, justice. La mort de Maman Blanche dépassait désormais les frontières. Elle devenait un symbole, celui de toutes les femmes bafouées, de toutes les familles humiliées, de toutes les vérités étouffées. La famille de la défunte ne restait pas en retrait. Son frère, plus déterminé que jamais, multipliait les interventions dans les médias. Il accusait directement le pasteur Marcelo de cacher la vérité et réclamait une autopsie indépendante. « Nous ne voulons pas des mots, disait-il. Nous voulons des preuves. Nous voulons voir les rapports médicaux, les certificats, les documents. Qu'on arrête de nous traiter comme des enfants. » Ces prises de position amplifièrent la pression. Même certains fidèles de Marcelo commencèrent à douter. Dans les coulisses, des murmures disaient que des pasteurs concurrents attendaient ce moment pour renverser son influence. L'affaire devenait un champ de bataille non seulement spirituel, mais aussi politique et économique. Le peuple, lui, restait ferme. Des slogans se gravaient dans les esprits, répétés comme des prières inversées, non pas pour bénir, mais pour exiger. Dans les marchés, les vendeuses parlaient entre deux clients. Dans les taxis, les chauffeurs discutaient avec leurs passagers. Dans les écoles, même les enfants reprenaient les noms et les accusations qu'ils entendaient chez leurs parents. Un soir, une grande marche silencieuse fut organisée. Des milliers de personnes défilèrent sans bruit, vêtues de blanc, portant des bougies. L'image de cette foule avançant dans le silence, les flammes dans la nuit,
marqua profondément les esprits. C'était une manière de dire que, même sans crier, le peuple pouvait parler, et que sa douleur était immense. Mais face à cette marée humaine, Marcelo resta de marbre. Dans une prédication, il déclara simplement « Dieu connaît la vérité. Ceux qui m'accusent seront jugés par lui. » Ces mots, loin d'apaiser, jetèrent encore plus d'huile sur le feu. Car le peuple ne voulait pas attendre un jugement céleste, il voulait des réponses humaines, ici et maintenant. La colère se transforma alors en défiance totale. Certains commencèrent à boycotter ses prêches, d'autres appelèrent à fermer son église. La fracture entre Marcelo et son peuple s'élargissait chaque jour. Et au cœur de cette tempête, une vérité demeurait insaisissable. Que s'était-il réellement passé en Tunisie? Pourquoi ce cercueil avait-il été traité comme un colis? Pourquoi tant de précipitation dans l'enterrement? Chaque silence, chaque contradiction, chaque absence d'explication nourrissait le mystère. Et dans ce mystère, la douleur des proches de Maman Blanche devenait insupportable.